Le monde de Macron. Vive la République, vive la France! Dans le monde de Macron, on a le patron d'un club qui décidément vit une fin de saison bien agitée. C'est Nasser Al-Khelaifi, le patron du Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, s'il est embêté, c'est pour corruption. Ça n'a rien à voir avec le PSG, ça a à voir avec les mondiaux d'athlétisme au Qatar. Comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et décidément, pour le président du PSG, en ce moment, c'est difficile. Donc Nasser Al-Khelaifi est mis en examen par le juge Van Ruynbeck, oui, toujours lui, pour corruption. Il est toujours là, lui. Il est en forme, le juge Van Ruynbeck. Il n'a pas d'enfant, heureusement. Il a 112 ans, mais toujours là. Non, sérieusement, donc par le juge Van Ruynbeck pour corruption active. Le juge d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris le soupçonne en fait d'avoir validé un versement de 3,5 millions de dollars, en gros 3,1 millions d'euros, en faveur de Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, afin de faciliter l'obtention des mondiaux d'athlétisme à Doha en 2017. Autrement dit, il aurait acheté les mondiaux d'athlétisme pour le Qatar en 2017. Des affirmations totalement inexactes, dit l'avocat du président du Paris Saint-Germain, c'est Maître Spinner, là aussi. Et l'avocat de Chirac, d'ailleurs. Voilà, toujours les mêmes. Donc on verra ce qu'il en est. A priori, pour l'instant, le Qatar soutient bien sûr le président du PSG, mais c'est vrai, ça commence à faire beaucoup. Alors, on dit derrière, si tu veux, qu'on va préparer une défense hyper active, qu'on va faire une tournée diplomatique des Qataris dans les grandes capitales, si tu veux, pour montrer que le pouvoir est aux côtés de Nasser et autres, qui n'a rien à se reprocher. Mourad ? J'ai pas vraiment d'opinion parce qu'il y a la présomption d'innocence. Après, la première chose que j'ai à dire, c'est que moi j'ai été amené à travailler avec le patron de Bein et puis indirectement avec Nasser Al-Khelaifi sur un marché qui a terminé à 100 millions d'euros, donc un marché très important, et que je peux garantir que, et je le regrette un peu, on n'a jamais été approché pour éventuellement soudoyer mon vote. D'autant que je pense que j'aurais assez facilement cédé sur des montants comme ceux qui ont été annoncés. Donc je leur dis en face, vous avez eu tort, parce que en plus vous avez perdu le marché. Et puis la deuxième réflexion est de dire, vous savez, quand vous vous dopez et que vous terminez deuxième, ça veut dire que le premier, il s'est encore plus dopé. Et quand vous envoyez 3,5 millions de dollars pour récupérer les mondiaux d'athlétisme et que vous les avez pas, c'est l'Angleterre qui les a eu. Ça veut dire que peut-être que celui qui les a eus, il a envoyé un peu plus. Voilà, c'est juste ma réflexion personnelle. D'accord, mais tu es en train de dire que de toute façon, dans ce milieu, d'après ce que tu dis, c'est aussi comme ça que ça se passe, quoi. Et je veux dire, on n'est pas au pays de Casimir. Bien sûr qu'il y a des réseaux d'influence, bien sûr qu'il y a des lobbies, bien sûr qu'il y a des propositions. Non, mais avoir des réseaux d'influence et acheter des votes, c'est une chose. Il y a de tels enjeux économiques sur certaines compétitions. On a vu tels enjeux économiques. On a vu les attributions des Jeux Olympiques depuis la FIFA et les scandales à la FIFA. On est dans des sommes où on peut offrir à des gens plus qu'ils ne vont gagner en plusieurs vies, donc forcément ça va. De toute façon, c'est une règle qui est connue, c'est que là où il y a du donc pognon, la corruption, c'est la règle. Mais là où il y a du pognon, il y a de la corruption. Je veux dire, il n'y a pas de contre-exemple. C'est comme le trafic de drogue. Si jamais le trafic de drogue rapporte moins que les images sur Internet, les trafiquants, ils passent du trafic de drogue aux images sur Internet. C'est pas un problème. Le tout, c'est là, on va là où il y a du pognon. Donc plus la somme globale de pognon est forte, plus il y a de corruption. Et dans le sport, il y a le comité olympique, il y a eu des affaires de corruption, la FIFA a eu des affaires de corruption. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que touchant au Qatar, il faut bien comprendre que tout ce qui touche au Qatar, pas que au Qatar, mais au Qatar, est géopolitique. C'est-à-dire le Qatar est un petit pays, tout petit pays, qui est noyé dans un immense pays qui veut le bouffer, qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Et le Qatar a fait tout ça, n'existe par le sport et en rachetant tout ce qu'il peut racheter parce qu'il a beaucoup de pognon, il n'existe que pour essayer de se montrer et d'avoir une véritable légitimité au niveau mondial et qu'on puisse pas le bouffer du jour au lendemain. Mais parce qu'il est continuellement menacé. Et en fait, tout ce qui se passe là, ce qu'on voit là, c'est en fait de la géopolitique à très haut niveau. Le sport n'étant que l'expression de quelque chose de... Ce serait pas le sport, ce serait autre chose. Ce serait peut-être la guerre. Mais en tout cas, il faut qu'il existe. Et ça, le sport devient l'enjeu de ce pays-là. Donc tu es en train de nous dire que si les scandales sortent aussi, si on vise le Qatar, c'est parce que le Qatar existe avec la corruption et derrière, comme ça emmerde l'Arabie Saoudite, toutes les affaires sortent manipulées. Bien clairement. D'accord. Le problème de ces fédérations, le problème de ces organisations sportives monstrueuses qui ont des budgets supérieurs à des États, c'est que souvent ils se croient totalement en dehors des lois.
Ils font des règlements qui ne respectent pas la loi. Ils pensent qu'ils sont intouchables, inatteignables. Et même ce que nous, on appelle pour eux corruption, dans l'usage, ça devient une normalité, quoi. C'est acheter on est dans un autre monde, voilà. Le plus surprenant, quand même, chez Nasser, tu n'as pas de mots assez durs. Encore une remontada qu'il n'a pas vu. Ah oui, non, mais c'est quand même hallucinant parce que je t'entends parler tout à l'heure sur les élus en les mélangeant tous, en leur expliquant que pour 4 000 euros par mois, ils seraient prêts à vendre père et mère. Non, mais s'il te plaît. C'est plus tolérant avec les uns que les autres. Voilà, parce que tu es du milieu sportif, effectivement, tu connais beaucoup plus les usages et les rouages, et que tu nous expliques que c'est une pompe à fric et qu'en gros, sans corruption, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est plus ou moins comme ça. Et on a exactement le même discours. Je dis simplement qu'on a affaire à des fédérations. On l'a vu avec l'histoire de Michel Platini. Je veux dire, il était dans un système où tout ce qui se passait, les gens se disaient, on a toujours fait comme ça. Oui, mais ton réquisitoire était plus impitoyable pour les responsables politiques que pour le monde du sport. Vouloir retourner la table en expliquant. D'un côté, il y a des gens qui jouent avec de l'argent public. Voilà. Il y a aussi de l'argent public dans le sport. Souvent l'argent des sponsors. Tu crois que les Jeux Olympiques, il n'y a pas d'argent public? Oui, il y a un peu d'argent public. Les Français vont payer les JO. Alors du coup, la corruption ou l'abus de biens sociaux, c'est pas la même chose si c'est de l'argent public ou de l'argent privé. Le fait est que si on prône un monde propre, c'est pour tous les domaines en fait. Donc si tu nous expliques que c'est comme ça et que c'est l'usage sur le sport, ça peut pas marcher d'un côté et pas de l'autre. Et puis pour l'histoire, et pour le coup, il y a effectivement la présomption d'innocence. Il est vrai que le Qatar essaye de briller au niveau du monde, que ce soit au niveau du tourisme ou autre, essayer de faire venir des événements au Qatar pour essayer de faire changer aussi et ne pas être non plus exclusivement dépendant du pétrole. Donc ils essayent de développer aussi d'autres industries et ils y arrivent difficilement. Maintenant, moi, ce qui m'a fait sourire, effectivement, c'est l'avocat Spinner. Quand on le choisit, c'est en règle généralement pas pour rien. Enfin, c'est-à-dire que quand on va chercher le high level de l'avocat, il a les moyens aussi d'avoir un bon avocat. Oui, mais c'est qu'on n'est pas non plus. Enfin, il y en a des très onéreux, mais Spinner, c'est quand même très représentatif. Il sait faire sur ce genre de dossier, comme disait l'autre. Qui peut penser ici qu'il y a des mecs qui se sont levés un matin en se disant on va donner la Coupe du Monde de football au Qatar, avec tous les inconvénients que cela peut représenter. Il y a forcément d'autres éléments qui sont intervenus pour que ces mecs pensent à ça. Parce que sinon, il n'y a pas un mec qui va filer la Coupe du Monde au Qatar, quoi. C'est comme si on donne les Jeux Olympiques d'hiver à Miami, quoi. C'est pareil. On voulait les organiser à Nice, en même temps. Cette attaque est d'une bassesse. En plus, elle est mensongère. C'est gratuit. Elle est ciblée. Et c'est gratuit. Dans le monde de Macron, tu parlais tout à l'heure de la gauche. Ce qui est amusant, c'est de voir que les règlements de compte à gauche ne cessent jamais. Vous savez que dimanche, Manuel Valls, lui, c'est son élection pour la mairie de Barcelone. Il n'y a pas que les Européennes. Voilà, c'est dimanche. Il y a les municipales à Barcelone. Manuel Valls, il règle ses comptes avec François Hollande encore. Avec une petite phrase assassine. Ouais, moi je trouve quand même qu'il y a une réflexion qui est pas inintéressante parce qu'il vide un peu son sac. Effectivement, c'est dans les colonnes de l'Obs. Si vous achetez l'Obs cette semaine, achetez la presse, elle en a besoin. Quand la CGT veut bien d'ailleurs laisser paraître les magazines. Manuel Valls dit quoi? Il dit en fait que la vraie erreur que Hollande a commise, c'est qu'il n'a pas finalement tout cassé. Il a été élu sur un malentendu. Il aurait dû tout péter, tout casser. Il ne l'a pas fait. Et au fond, dès l'automne 2012, il ne pouvait plus se représenter. Vous imaginez, l'automne 2012, c'est quelques mois après l'élection de François Hollande. Et puis on lui dit, Valls, mais pourquoi il n'est pas resté en France? Il dit, je ne voulais plus être le hamster qui tourne dans sa roue, sinon je serais resté en France à attendre que Collomb parte et qu'on m'appelle ou que Castaner se casse la gueule. En tout cas, il y a une chose que Valls n'a pas changé, c'est qu'il a toujours le melon. Il l'avait, il l'a encore. Il aura moins dimanche soir, sûrement. Je rappelle, non, mais c'est quand même incroyable. Et alors, bon, là, on a l'impression que c'est une bagarre d'EHPAD, parce que, je veux dire, c'est vraiment. Il est pas si vieux que ça, Valls. Non, enfin bon, c'est quand même. Il est plus jeune que toi. C'est des has-beens. C'est des has-beens, ce qui veut dire que ce sont des has-beens de la politique. Des has-beens, les mecs qui règlent leur compte, c'est infantile, quoi. Tu t'es connu des trucs qu'on était en CM2 ensemble, tu étais méchant en CM2 et puis je te le rappelle, quoi. Enfin, c'est ridicule. Mais je rappelle quand même que Valls est un type étrange parce que c'est amusant de passer de la France à l'Espagne. En France, où alors son discours sur lequel il existait, c'était un discours anticommunautariste et très pro-laïcité. Il passe en Espagne où c'est exactement l'inverse. Pour se faire élire en Espagne, il faut avoir un discours communautaire et non laïque. Ce gars est capable de changer son discours où il était si sûr de lui en France, il est capable de dire exactement l'inverse une semaine après. Tout à l'heure, c'est un type, c'est vraiment un grand champion.
Emmanuel Valls, pour moi, c'est le Brutus de la politique. C'est-à-dire qu'il quitte quand même Matignon pour se présenter aux primaires. Donc, il n'y a pas plus carriériste quand même comme philosophie. C'est-à-dire quitter le gouvernement parce qu'on a envie de prôner sa carrière. C'est compliqué. C'est pas parce qu'il y a des hommes politiques qui n'ont pas de squelette idéologique que forcément tous les politiques sont pourris. C'est-à-dire que c'est ça la stigmatisation. Et je n'ai pas forcément envie de stigmatiser les politiques. Surtout qu'il y a des élus locaux qui font très bien leur travail. Donc, il quitte Matignon pour aller à la primaire. Il s'engage, il signe quand même un courrier. Il dit qu'il a fait une erreur d'aller à la primaire. Il signe quand même un courrier en disant que s'il perd la primaire, le perdant s'engage à soutenir le gagnant. Bien entendu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le contraire. La première chose qu'il fait, c'est d'aller soutenir Macron. Non mais c'est quand même dingue. Il se retrouve complètement ostracisé. Alors, il va à la députation. Et là, il jure la main sur le cœur qu'il s'occupera de sa circonscription. Qu'est-ce qu'il fait à mi-mandat ? Il décide de partir en Espagne parce qu'il a le sentiment d'être complètement un oublié de la politique. Il est passé de Premier ministre à un pauvre député tout seul au sein de l'Assemblée. Donc en fait, cet homme qui n'a aucun squelette décide, parce qu'il a tout raté en France, ou en tout cas qu'il est complètement dans l'échec, d'aller exactement parce qu'il est complètement carbonisé, il décide d'aller se réinventer en Espagne. Moi je suis désolée qu'il vienne aujourd'hui avec un toupet et une indécence expliquer que François Hollande est arrivé par hasard. Je pense que la véritable erreur, c'est Manuel Valls. Il a mis le temps. Donc, quel réquisitoire. J'ai envie de dire que si François Hollande a été élu sur un malentendu, Manuel Valls a été Premier ministre sur un malentendu aussi, forcément. Mais après, il n'a pas tort. Je veux dire, François Hollande, il est élu sur un malentendu qui s'appelle Sofitel de New York. Voilà. Si on fait l'histoire. Ce malentendu-là, je ne pense pas que François Hollande soit présent. Dans le monde de Macron, pour être, comme on dit, d'équerre et à la règle sur les temps de parole, parce que le CSA nous observe. Et je voudrais simplement signaler que le groupe RMC, le groupe Média, a passé 30 têtes de liste quasiment sur les 34. D'accord, les élections européennes, à ceux qui de temps en temps disent qu'on a l'oreille sélective ou le choix. On a essayé de faire le mieux possible. On a fait au mieux possible et sur les 34, on en a passé ou entendu 30 dans l'ensemble du groupe et RMC en particulier. Donc, pour être vraiment à la règle, 1 minute de temps de parole de personnes qui se sentent peut-être un peu frustrées aujourd'hui. Et il y en a 4 qui ne sont pas passés. Quand même. Sincèrement que ceux qui détiennent la clé de cette élection, ce sont les abstentionnistes. Si les abstentionnistes ne se décident pas à voter, les équilibres seront toujours à peu près les mêmes. Et la liste hors système que j'ai l'honneur de conduire, par exemple, ne pourra pas, hélas, proposer aux citoyens français cette nouvelle voie qu'elle veut ouvrir. Ceux qui sont pour une idée et ceux qui sont contre une idée doivent pouvoir le faire valoir. Le seul moyen de le faire valoir, c'est d'aller, lors d'un référendum, dire « je veux ou je ne veux pas ». C'est le référendum pour l'initiative citoyenne en toute matière. Le fédéralisme européen, c'est la séparation de pouvoirs. C'est la possibilité d'avoir des compétences qui s'exercent au niveau européen. On veut supprimer la Commission, qui pour nous est une instance beaucoup plus trop technocratique. Voilà, nous on se retrouve vraiment sur une rénovation complète du projet européen. Il faut profiter de cette occasion pour pousser un cri de colère contre les bas salaires, contre les reculs des conditions de travail, contre ces petites retraites, contre cette politique anti-ouvrière de Macron, mais aussi et surtout contre cette politique du grand patronat qui consiste à en vouloir toujours plus lever le drapeau des intérêts des travailleurs. Il faut effectivement qu'ils contestent ce grand capital qui se conduit comme un rouleau compresseur sur toute la société. Voilà pour le temps de parole et on se retrouve dans un instant en direct sur RMC pour parler de ce père de famille et mari qui porte plainte contre la mairie de Paris parce que sa femme avec son bébé dans les bras ont été percutés par une trottinette. Il porte plainte contre la ville et il veut l'interdiction de ces petits 2 roues. A tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.